Hello, ho! Et c'est parti pour le pêle-mêle série. On a beaucoup, extrêmement de retard à rattraper, mais on va y arriver bien sûr. Et on commence tout de suite par Keeping Up with the Kardashians, saison 13 et 14. Je sais, vous pouvez me juger, mais c'est du easy watching, c'est de l'entertainment. Pour ma part, j'assume plus ou moins. Voilà, c'est une percée dans un quotidien qu'on ne connaîtra probablement jamais, celui d'un milliardaire. Voilà, les milliardaires qui vivent une vie totalement différente de la nôtre. En soi, je regarde principalement pour le drama parce que c'est divertissant, tout bonnement divertissant. Un peu triste parfois, effectivement, mais divertissant. Et puis, mine de rien, c'est un quotidien que je n'en envie pas forcément. Imaginez sortir, faire des courses, rouler de paparazzi qui vous suit tout le temps, de bout en bout, des stalkers qui parviennent parfois à s'infiltrer chez vous. Ouais, c'est pas si ouf que ça au final. Easy watching, drama, popcorn, petit thé, pourquoi pas. Acharné, la saison 1, très bonne saison avec un Steven Yeun et une Ali Wong incroyable. Que dire, c'est une série, une mini-série qui parle de rage, de haine viscérale, de mépris, d'arrogance, de cupidité, de jalousie. Toutes ces choses qu'on enfouit en nous, qu'on ne veut pas voir déborder, qu'on ne veut pas montrer aux autres et qui parfois débordent et c'est la catastrophe. C'est un peu ce qu'incarne cette série et j'ai vraiment adoré. Encore une fois, le binôme Steven Ali est incroyable. Il porte à la limite l'écriture. En une saison, normalement, tout est plus ou moins terminé. S'il y a une saison 2, pourquoi pas? Je serai de la partie, mais clairement, ça peut tout à fait se conclure en une saison. Je recommande très chaudement. La Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton. J'ai beaucoup aimé, c'était très émouvant, que ce soit l'actrice qui joue la Reine Charlotte jeune et l'actrice qu'on connaît dans les Bridgerton qui joue la Reine Charlotte adulte. Très touchant, une histoire tragique. Je n'aurais pas cru être ému à ce point, mais je l'ai été. C'est peut-être d'ailleurs mon chapitre préféré de la série de Bridgerton, alors que c'est une sorte de spin-off. Ça touche parce que c'est tragique, la dramaturgie est très présente et encore une fois, les deux actrices principales sont juste incroyables. L'acteur principal aussi, hein. Mais le binôme d'actrices incarnant Charlotte, mamma mia, quelle splendeur. Je recommande si vous n'êtes pas trop sensible parce que vous allez pleurer. Oui. Les chroniques de Bridgerton, saison 3. Ah, c'était sympa. De toute façon, les chroniques de Bridgerton, ça se regarde aisément. Cela étant dit, c'est peut-être le chapitre que j'ai le moins aimé. J'ai pas été principalement touché par les principaux acteurs et les principaux sujets de cette saison. Ça se regarde, bien évidemment. Il y a des thématiques quand même qui sont assez importantes. Le regard d'autrui sur soi, les normes sociétales eu égard à la beauté, notamment féminine. Il y a une certaine émotion, mais clairement en termes d'intensité, en termes d'implication, j'étais moins dedans que dans la saison 2. La saison 1 aussi, la saison 2 tombe peut-être ma préférée d'ailleurs. Mais ça se regarde encore une fois, il y a juste quelques moments qui peuvent agacer, qui peuvent faire tiquer, mais rien de très grave. Je serai évidemment de la partie pour la saison 4. Black Mirror saison 6. Est-ce que c'est la saison de trop? Peut-être. J'ai pas trop compris, parce que Black Mirror, de base, c'est plutôt une dystopie en termes de science-fiction. Qu'est-ce que pourrait apporter de mal les technologies du futur? Et j'ai l'impression que là, ils n'ont plus de sujet, ils n'ont plus rien à mettre sur la table, plus rien à apporter sur la table. Peut-être parce que les technologies d'aujourd'hui, notamment en termes d'intelligence artificielle, en termes de robotique, sont en train de faire des bonds faramineux. Mais du coup, on se retrouve avec des thèmes qui ne sont pas vraiment de la science-fiction, qui sont plutôt apparents à de la fantasy. Un loup-garou, vraiment? Un loup-garou? C'est là où on va pour la saison 6? Un loup-garou? Alors après, ça se regarde encore une fois. Il y a des épisodes qui sont très lugubres, limite polar, en mode True Detective. Encore une fois, c'est pas spécialement ce que j'attends de Black Mirror, mais ça se regarde, l'écriture est là, il y a quand même une certaine qualité. C'est juste que pour moi, c'est pas du Black Mirror, malheureusement. La saison 7 va arriver, on verra bien ce que ça donne, mais je suis assez sceptique. Secret Invasion, saison 1. À mon sens, ça partait bien, voire très bien. Peut-être même parti pour être une de mes séries Marvel préférées. En termes de casting notamment, que ce soit Samuel Jackson, l'acteur qui joue le méchant, je l'ai trouvé très bon. Je trouvais que ça allait quelque part. Pour une fois, le ton mature et l'absence de censure était très apprécié. On sentait que c'était un Marvel brut de décoffrage. Je faisais pas vraiment partie de la vague qui détestait Secret Invasion depuis la saison 1, même si je peux comprendre le cliffhanger de fin, etc. J'étais persuadé que ça allait être une très bonne série et malheureusement, à partir de l'épisode 5 et surtout à partir du dernier épisode, tout part en vrille, comme beaucoup de séries Marvel à Disney, malheureusement. C'est bâclé, c'est ridicule, les effets spéciaux sont catastrophiques, surtout à la fin. C'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être un tournant, et là c'est un tournant, mais dans le précipice, quoi. Clone Wars. La série et aussi les petits dessins animés là, qui sont passés avant, avec une autre touche artistique notamment. Pour parler de cela, j'ai aimé, c'est sympa. On voit notamment à quel point Mace Windu était incroyable. Grievous, là, hop, il s'est fait
défoncé, mais quand même relativement oubliable, relativement anodin, surtout comparé à la principale série, Clone Wars, qui est incroyable. Vraiment, c'est peut-être mon œuvre préférée du Star Wars lore. Pourtant, les premières saisons sont difficiles à suivre, c'est assez décousu, notamment en termes de chronologie. Et puis, tout simplement, on a du mal à rentrer dedans, donc j'ai mis beaucoup de temps à finir les 2-3 premières saisons. Et je crois qu'à partir de la saison 3, à la fin de la saison 3, la saison 4, là vraiment, ça devient incroyable. Et la saison finale est juste magistrale, vraiment parfaite, impeccable de bout en bout. Il n'est pas étonnant que Ahsoka Tano soit l'une des protagonistes préférées de Star Wars. Grâce à cette série, pour ma part, elle est devenue tout simplement ma personnage préféré. Je recommande vivement, si vraiment je devais vous recommander une seule œuvre de Star Wars pour vous mettre dedans, si vous n'êtes pas fan par exemple, Clone Wars, foncez, c'était beau, c'était touchant, c'était incroyable. Bad Batch, donc, est en 3 saisons, très très bon, une tonalité plutôt lugubre et un focus assez apprécié sur les Stormtroopers, notamment cette unité défective, qui n'agit pas comme les autres Stormtroopers, c'était assez tragique, mais poignant, de vraies thématiques, notamment le thème de la fraternité, le thème de la parentalité, même si les liens de sang ne sont pas évidents, le thème de la loyauté aussi, par rapport à un empire qui clairement est en train de filer un mauvais coton. Si vous aimez Star Wars, regardez évidemment Bad Batch, c'est une des séries les plus acclamées et les plus appréciées parmi les fans, donc foncez. Ahsoka, la saison 1. Alors personnellement, j'ai aimé. En termes de filmographie, je trouvais que c'était abouti. Évidemment, il faut avoir vu Star Wars Rebels peut-être avant. Alors moi, c'était pas le cas. Du coup, il y avait pas mal de choses qui m'ont échappé. J'ai regardé Star Wars Rebels après. Quoi qu'il en soit, j'ai aimé, voire beaucoup aimé. Il y a certains épisodes que j'ai trouvé vraiment très très bons, impeccables même. Au niveau des chorégraphies, c'est très bien, même si on n'a pas la splendeur d'un The Acolyte. Mais ça reste maîtrisé. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher à Ahsoka. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la communauté Star Wars, c'est très contrasté tout le temps. Il y a beaucoup de rage parfois, qui est pas forcément justifié. Je peux comprendre qu'il y ait des maladresses dans Ahsoka, je peux comprendre qu'il y ait des petits défauts d'écriture ci et là, mais de là à ne pas aimer, voire détester, je vous avoue que je suis un peu perdu. Très bonne série, de très bonne facture, il me tarde de voir la saison 2. One Piece, la série live, saison 1, à ma grande surprise, ce fut réussi. Je n'aurais pas cru, vraiment j'y croyais absolument pas. Et finalement, ils ont réussi à faire un petit miracle. C'est agréable à voir, le casting est très très bon, vraiment chaque membre du Vogue Mary est parfait. Même au niveau des méchants, tout est bon, le rythme c'est fluide, ça respecte énormément l'œuvre principale, donc qui est One Piece. Notez que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, était derrière quand même pour vérifier si ça allait ou pas, et si ça allait pas, il le disait, et on refaisait tout. Du coup, je serai dans les starting blocks pour la saison 2 qui ne va pas tarder, avec un Joe Manganiello dans le rôle de Crocodile qui me tarde à voir. Loki saison 2. Parfait. Pourtant, je suis pas énormément fan de Loki de base. Même la série Loki, en termes d'univers, en termes de thématique, c'est pas forcément ce qui me botte. Et pourtant, c'est vraiment impeccable. C'est peut-être la série la plus objectivement réussie de toutes les séries Marvel Disney. Alors après, on va dire que la concurrence n'était pas incroyable, mais voilà, ça fait plaisir à voir que quand Disney le veut, ils peuvent faire quelque chose de très 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 satisfaisant. Et c'est le cas avec ce personnage de Loki qui devient, avec ces 2 saisons, l'un des protagonistes les plus aboutis, les plus maîtrisés, les plus réussis du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Un grand bravo, foncez, vraiment. Better Call Saul, les 6 saisons de Better Call Saul, c'était très très bon, notamment en termes de filmographie, c'est impressionnant. La mise en scène, la scénographie, les dialogues, il y a un soin incroyable qui a apporté à toutes ces choses-là. Donc de ce point de vue, j'étais vraiment époustouflé. C'est rare de voir 6 saisons aussi abouties de bout en bout. On voit qu'il y a une vision d'ensemble qui est réussie du début à la fin. Better Call Saul, ça fait partie des séries, si vous voulez, qu'on peut recommander les yeux fermés, même si en termes de rythme, c'est très très lent. J'insiste sur la lenteur du rythme. C'est pire que Breaking Bad. Breaking Bad est lent déjà, mais Better Call Saul, c'est encore plus lent. Donc faut pas être pressé. Mais pour peu que vous soyez pas pressé et pour peu que vous appréciez tout ce qui est grand cinéma, eh bien vous allez adorer Better Call Saul. C'est une réussite absolument manifeste. Breaking Bad, les 5 saisons de Breaking Bad. Alors, je l'avais déjà vu, mais j'ai décidé de la revoir après avoir vu Better Call Saul pour justement comparer les deux, parce que j'étais un peu surpris que certains fans préfèrent Better Call Saul à Breaking Bad. Et je vois ce qu'ils veulent dire. En fait, Better Call Saul est beaucoup plus maîtrisé, on va dire, en termes de filmographie, en termes d'esthétique, en termes de scénique, en termes de mise en scène, en termes de dialogue même. Mais Breaking Bad, quand même, au niveau des enjeux, au niveau de la prestation du casting principal,
Au niveau du rythme aussi, hein, même si c'est lent, mais quand même au niveau du rythme, au niveau des cliffhangers, pour moi personnellement ça n'a rien à voir, hein. Breaking Bad est quand même plusieurs crans au-dessus. Dans les deux cas, Better Call Saul, Breaking Bad, must aussi. Breaking Bad est l'une des meilleures séries de toute l'histoire, tout simplement. C'est pensé surtout si vous connaissez même pas le synopsis, ça peut être sympa à découvrir, là comme ça. Un gros monument de la série américaine et série tout court. What If, la saison 2, oubliable. Il y avait quelques épisodes sympas, il y avait quelques passages sympas, il y avait quelques personnages plutôt attachants. On sent que c'est assez décousu, on sent qu'ils savent pas trop où aller. La saison 1 c'était un peu pareil, mais quand même en termes d'osmose c'était un peu plus réussi. Je sais qu'il va y avoir une saison 3, bon je suis un peu dubitatif. C'est dommage, ça aurait pu aller quelque part avec une ambition peut-être plus manifeste. Là c'est pas trop le cas et du coup j'ai un peu décroché, même si encore une fois ça se laisse voir. Ico saison 1, bon comme beaucoup de séries Marvel Disney, pour moi ça commençait bien. Honnêtement j'étais plutôt optimiste et à la fin c'était, ce fut catastrophique, tout simplement catastrophique. C'est peut-être la pire conclusion de toutes les séries Marvel que j'ai vues, c'est vraiment incompréhensible. Disney, si vous regardez cette vidéo, arrêtez 6 épisodes de 30 minutes, 40 minutes, c'est nul, arrêtez avec ce format-là, écoutez vos showrunners, s'ils estiment qu'un épisode doit faire 1 heure, s'ils estiment qu'une saison doit avoir 8 épisodes, 10 épisodes, écoutez-les, parce que sinon, ça donne des résultats vraiment désastreux, et c'est d'autant plus frustrant que Ico aurait pu devenir vraiment sympa, un bon spin-off de la matrice Daredevil, et c'est raté, dommage. Merci Internet, alors, le documentaire sur Squeezie, très intéressant, notamment en tant que créateur de contenu moi-même, on apprend pas mal de choses, et c'est assez inspirant, c'est plutôt amusant, c'est plutôt touchant à certains moments. Je le recommande chaudement, vraiment, même si vous n'êtes pas créateur de contenu et que vous appréciez juste la personnalité de Squeezie, vraiment très 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 sympathique. Ça montre aussi l'envers du décor, notamment en termes de célébrité. Là pour le coup c'est pas du tout enviable. Ça permet de mettre une touche peut-être plus humaine, plus réaliste sur ce qu'est Squeezie. Vous pouvez y aller. Kaizen, donc le documentaire sur la montée de l'Everest de Inox Tag, c'était sympa, c'est plutôt très bien filmé en termes de réalisation. Faut être un peu agacé peut-être par les leçons de vie, leçons de morale parfois que donne Inox Tag, mais il faut savoir qu'il est quand même jeune, donc c'est pas du tout avec une mauvaise intention derrière. Ça m'a permis d'apprendre certains aspects de l'Everest qui sont pas forcément reluisants, donc ce qui est bien c'est qu'il ne va pas parler que du positif, il parle également du négatif, le fait notamment qu'il y ait beaucoup trop de touristes, parce qu'on peut quasiment les appeler des touristes, qui veulent absolument aller à l'Everest, des touristes aisés, et ça pose problème, notamment en termes de logistique, mais aussi en termes de vie, tout simplement. Il y a des vies qui se perdent à cause de ça. Et bien sûr, les Sherpas qui sont les principaux héros de ces montées de l'Everest. Sans eux, en gros, c'est impossible de monter l'Everest, quasiment impossible. Un documentaire qui aborde également ces aspects-là. Et puis, encore une fois, très très bien filmé, très très beau, de très beaux paysages, de très beaux déploiements. Allez-y, pourquoi pas. C'est gratuit en plus. Gen V, la saison 1, donc un spin-off de The Boys. C'était très bien, j'ai bien aimé. Voilà, un bon spin-off. Les nouveaux personnages qui sont introduits sont assez attachants. Donc ça se passe dans l'université Gen V qui est amené à former donc les super-héros. Ce qu'il faut savoir avec les The Boys et donc Gen V, c'est que c'est très gore. Il y a une absence de censure très très manifeste. Et au-delà de ça, il joue dessus. Donc faut pas être sensible pour le coup. Il va y avoir une saison 2, je crois. Je serai de la partie et j'espère que le lien avec la future saison de The Boys, la saison 5, je crois, sera réussi. On a eu des indices quand même dans la dernière saison de The Boys, mais voilà, j'espère que ça se passera bien, malgré donc le malheureux décès qui a eu lieu eu égard à un des membres du casting de Gen V. Reacher, les saisons 1 et 2, très très bon. Une sorte de mission impossible en peut-être plus réaliste et en plus musclé. L'acteur principal est très impressionnant, que ce soit physiquement ou même en termes de performance globale. Il porte la série, on peut dire ça comme ça, il porte la série, même s'il y a des actrices, acteurs secondaires qui sont également très très bons. Le scénario se laisse suivre, il y a des bons cliffhangers, bien sûr des facilités scénaristiques, mais c'est pas très grave, on ne demande pas non plus un monument d'écriture, ce genre de série. Voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous aimez donc tout ce qui est roman policier, tout ce qui est un peu polar, etc. Tout ce qui est bien sûr action, vous devriez beaucoup aimer. Blue Eye Samurai, la saison 1, un de mes gros coups de cœur, une série d'animation qui est très bien faite, j'insiste, vraiment. En termes de qualité pure, c'est juste fou. Les dessins, l'animation, le doublage même, fou. Donc ça se passe au Japon antique, samouraï bien sûr, une très bonne histoire, quelques facilités ici et là, mais c'est pas très grave. La thématique principale
étant le sujet de la vengeance, c'est bien abordé. On se surprend à apprécier des personnages qu'on n'aurait pas pu forcément apprécier au départ. Les chorégraphies, mamma mia, les chorégraphies sont juste monumentales. Le seul problème à la rigueur, c'est peut-être l'épisode de fin où on sent que vraiment ça a été très précipité. C'est une conclusion qui est poussive, assez bâclée, donc c'est vraiment dommage parce qu'on termine un peu sur une note en dents de scie. Mais bon, dans l'ensemble, très bon. Il me semble qu'il va y avoir une saison 2, je serai évidemment de la partie. Star Wars Visions, saison 1 et 2. Donc ce sont des courts-métrages qui sont réalisés par des animateurs japonais, hein, c'est des animateurs, des animatrices japonais, des studios japonais. Plutôt sympa, relativement oubliable. Il y a des épisodes qui sont vraiment très bons, il y a d'autres épisodes qui sont franchement ok si vous voulez. Donc à voir vraiment si on n'a pas grand chose d'autre à voir, si on aime bien le Star Wars lore, si on est fan du Star Wars lore bien sûr. Et même si j'insiste, hein, il y a quand même quelques épisodes qui sont tout bonnement incroyables, notamment d'un point de vue esthétique, hein, d'un point de vue de réalisation. Animation Sakuga, on en prend plein les yeux. Si vous êtes curieux eu égard à tout ce qui est Star Wars et si vous aimez beaucoup donc la culture anime, vous pouvez jeter un œil. 100% physique, la saison 2, tout comme la saison 1, j'ai beaucoup aimé. Hein. Donc il s'agit d'épreuves physiques impliquant des sportifs de haut niveau ou même parfois des créateurs de contenu, des bodybuilders, des judokas, des karatékas, des lutteurs, des rugbymen, des experts de crossfit, tout un beau monde qui s'affronte dans la joie et la bonne humeur et bien sûr une compétition, une rivalité incroyable, une envie de gagner qui est palpable. L'avantage par rapport à la saison 1, je trouve, c'est que peut-être la conclusion est mieux réussie, elle est plus équilibrée, là où la conclusion de la saison 1, en termes d'équilibre, restait pas foufou. On pouvait être un peu déçu de ce point de vue-là. Là, c'est plus cohérent, c'est plus équilibré. Et puis, bon, c'est quand même un très beau message de surpassement de soi qui nous est adressé à nous autres, sportives et sportifs. Donc voilà, je recommande chaudement. Invincible, saison 2. C'était bien, c'était sympa. Ça se laissait suivre. Après, clairement, par rapport à la saison 1, j'étais beaucoup moins dedans. Je dirais pas que c'est une saison de transition, mais presque. En termes de rythme, c'est relativement lent. J'étais dedans, mais c'était pas non plus incroyable. Et après, l'un des gros problèmes de Invincible, selon moi, c'est que le chara design et pas mal de personnages sont oubliables. Il n'y a pas beaucoup de persos qui nous foutent une baffe, on se surprend à aimer, à apprécier. Il y en a vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, à vrai dire. Et du coup, voilà, ça joue pas en sa faveur, notamment quand il aborde des nouveaux personnages, des nouvelles situations, etc. Cela étant dit, en termes de fil rouge, en termes d'intrigue principale, c'est assez intéressant. Et puis, c'est une des rares séries d'animation sur les super-héros qui est dénuée de censure. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. C'est un peu The Boys en version animation, encore même moins trash, on va pas non plus déconner. C'était mid-tiers. Je suis un peu dur. Le problème à 3 cœurs, la saison 1, par les showrunners de Game of Thrones, hein, qui nous ont tout simplement sabordé la série éponyme, à partir de la saison 5 notamment, ne parlons pas de la saison 8. Donc, bon, que dire du problème à 3 cœurs? Ça se laisse voir, c'est beaucoup moins ambitieux que Game of Thrones, notamment les effets spéciaux, il y a des moments où on sent que, bon, voilà, c'est pas le même budget. Cela étant dit, le roman dont il s'inspire a l'air quand même très bon, et l'adaptation en soi est bonne. J'ai l'impression que ces showrunners-là, Benioff et Weiss, je crois, ils sont très doués quand ils adaptent un support qui est vraiment écrit de bout en bout. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, ça devient catastrophique. Là, le problème à 3 cœurs, si j'ai bien compris, le roman, il est fini. Du coup, ça passe. Il y a des intrigues intéressantes, sachant que c'est de la science-fiction, pour pas trop en dire. Les personnages sont relativement attachants. On se surprend à être plus ou moins bouleversé eu égard à certains cliffhangers. Donc, pourquoi pas? C'est pas une série incroyable, hein, mais pourquoi pas? Parasite Grace saison 1, donc inspiré du manga éponyme. Très bon. J'ai été surpris. Je m'attendais à une petite catastrophe, hein, parce que souvent les séries live adaptées de manga, ça donne pas grand chose. Là, il faut savoir que c'est adapté du manga, certes, mais c'est adapté du lore du manga. Ça se passe pas au même endroit que le manga, ça se passe au même moment, mais pas au même endroit. Voilà. Et bien sûr, hein, il y a des grosses surprises par rapport à ça. Le casting principal, très bon. Les cliffhangers, très bon. Les effets spéciaux, très bons. Les chorégraphies, impeccables. La filmographie est très bonne aussi. Non, mais vraiment, c'est une série qui coche quasiment toutes les qualités de ce que devrait être une bonne adaptation live d'un manga. Donc, grand bravo. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que je serai bien sûr de la partie. Fallout, saison 1, inspiré du jeu vidéo éponyme. Surprise, c'était bon, voire très bon. Alors, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais en tout cas, en termes d'intrigue, en termes d'histoire, en termes de personnages, je suis plutôt entré dedans. C'est sympa, c'était très drôle, hein, parfois. Hein. Je m'y attendais pas forcément. Il y a des passages vraiment marquants. Il y a des passages, je dirais pas cultes, mais des passages très réussis. En termes d'effets spéciaux, ça passe. La réalisation est plutôt bonne. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire, hein, sur Fallout. Même en termes de rythme, c'est plutôt fluide, c'est assez prenant. Je
vous la recommande, sachant qu'il y aura une saison 2, je serai bien sûr de la partie parce que tu es satisfait de bout en bout, tout simplement. Tales of the Empire, la saison 1, ça se passe évidemment du côté de l'Empire, hein, des petites scénettes sur des personnages qui ont viré dans le côté obscur de la force. Sympa, voilà, on apprend des petites anecdotes, des petites choses, enfin des petites choses, voire parfois des faits majeurs hein, sur certains protagonistes. C'est assez court, hein, donc je recommande, ça se laisse voir assez vite. En une soirée, je pense que c'est bouclé. Et si vous êtes fan du Star Wars lore, je pense que ça peut se regarder très facilement. Foncez, réalisation top, scénette top, écriture bonne, que demande de peuple. Star Wars Rebels, une de mes séries préférées de Star Wars, tout simplement. Que ce soit la saison 1, la saison 2, la saison 3, il y a combien de saisons? Saison 4, 5, je sais plus. Toutes les saisons sont réussies, des personnages hyper attachants, dont un personnage vraiment incroyable, vraiment. Que ce soit l'évolution, les liens qui tissent les uns envers les autres. On sent vraiment le côté familial, le côté fraternité qui fait d'eux vraiment une cellule assez incroyable en termes d'impact scénaristique, d'impact narratif. Alors on pourra peut-être être surpris par la touche artistique, par la patte artistique, le chara-design, surtout au début, mais on s'y fait assez vite. Et puis les chorégraphies sont réussies dans tous les cas. L'animation est au rendez-vous, que ce soit en termes de lore, en termes de passages marquants, en termes d'interprétation au niveau des doubleuses, des doubleurs, la bande originale aussi bien sûr. Je la mets peut-être juste derrière Clone Wars, qui est intouchable hein, pour moi. Foncez. Si vous êtes un tant soit peu fan de Star Wars, foncez voir Rebels, vous allez en prendre plein les yeux, plein les mirettes. The Acolyte, saison 1, quel dommage que ça a été annulé. Bien sûr, il y avait des défauts, notamment en termes de rythme, notamment en termes de format d'épisode. Encore une fois, Disney a fait la lourde erreur de faire des petits épisodes de 30 minutes, pas beaucoup d'épisodes en plus. On ne sait pas où est passé le budget aussi par moment, donc c'est très dommageable. Je ne sais pas pourquoi Disney s'époumonne à faire des épisodes de 30 minutes à chaque fois. Ça rime à rien parce que parfois on n'a pas le temps d'entrer dans l'épisode. Alors il y a quelques maladresses scénaristiques, certes, il y a quelques errances d'interprétation, mais globalement j'ai trouvé que l'histoire était prenante et surtout le point fort, le point majeur de The Acolyte, ce sont bien sûr les chorégraphies qui sont juste impressionnantes, fluides, dynamique, inspiré. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être les chorégraphies les plus abouties de tout Star Wars. Vraiment, cette annulation, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait des personnages qui valaient la peine d'être poursuivis en termes de développement scénaristique. Pour le coup, Disney a totalement foiré dans les grandes lignes. Ils auraient dû continuer à faire une saison 2 parce que ça valait le coup, tout simplement. C'est une litanie d'erreurs qui n'aurait pas eu lieu d'être. Pour le coup, ça fait mal au Kokoro, au cœur. C'est Kokoro en japonais. Voilà. Dommage. Vraiment dommage. The Boys, saison 4, c'était sympa, mais peut-être l'une de mes saisons les moins appréciées avec la saison 2. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de moments sans et j'ai trouvé qu'en termes de facilité scénaristique, en termes de rushing, en termes de maladresse, c'était quand même plus grossier que par exemple la saison 3 ou la saison 1. Il y avait pas mal de moments où je me disais... ouais, non, c'est un peu trop. Je suis pas contre les facilités scénaristiques de ce genre de série, mais là, c'était un peu trop. Voilà, tout simplement, pas trop crédible. Malheureusement, ça a impacté mon implication. Il y a des épisodes qui sont très bons, il y a des cliffhangers qui sont plutôt bien amenés. En termes d'interprétation, Homelander, toujours aussi bon, hein, de même que le casting principal de manière générale. Mais voilà, j'ai senti qu'on était en dessous. Et il y a parfois cette volonté aussi dans The Boss qui est vraiment palpable dans la saison 4 de vouloir trop en faire, notamment au niveau gore, notamment au niveau de l'excessif dans tous les sens du terme. Et ça se voit, il y a parfois des scènes vraiment où ils ont fait ça parce que voilà, ils se disaient oh, vas-y, il faut faire ça, c'est The Boys, c'est notre ADN. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus tout le temps. Hein. On verra bien la saison 5. J'espère que ça sera plus abouti, plus concis, plus maîtrisé. House of the Dragon, saison 2. Peut-être ma déception de l'année. Non pas qu'elle soit ratée, mais c'est une saison de transition. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait promis, notamment à la fin de la saison 1. Et il s'avère que cette saison 2 est une saison 1.5 avec de grosses longueurs scénaristiques sur certains arcs de personnages. Et du coup, on comprend pas. Déjà, il y a 8 épisodes. En soi, ça ne me gênait pas, mais pourquoi 8 épisodes alors qu'il se passe rien? Vous pouviez pas en faire 10 du coup, comme la saison 1? Incompréhensible. Il y a quand même des passages qui sont très forts en termes de filmographie, en termes d'impact. Hein. Même au niveau des dialogues, c'est plutôt réussi. La qualité est là pour la plupart des scènes. Mais voilà, on sent bien que la saison 1 était intouchable. Et là, la saison 2, c'est vraiment... on a l'impression que HBO veut juste gagner de l'argent et ils se sont dit, vas-y, on va étendre ça le plus possible. Et comme ça, on va se faire plein de mailles. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Donc c'est dommage. House of the Dragon saison 1 était ma saison préférée de l'année, hein, durant laquelle elle est sortie. Je me souviens un peu de l'année en question. Et là, c'est ma déception de l'année. Donc c'est vraiment montagne russe, hein, quand même. Montagne russe. Encore une fois, hein, c'est pas la médiocrité narrative des dernières saisons de Game of Thrones. On n'en est pas là. Mais clairement, tout ça pour ça, quoi. Vous auriez pu faire un OAV Shogun saison 1.
magistrale qui se passe bien sûr au Japon, au temps des shoguns. L'écriture est impeccable. Le casting principal, mamma mia, il maîtrise toutes les scènes de bout en bout. C'est impressionnant. Il y a des gros cliffhangers en termes de décor, en termes de costumes. C'est impeccable. Vraiment parfait. J'ai absolument rien de nul à dire sur cette saison 1 parce que tout est maîtrisé. Il y a une dramaturgie qui est là, hein, qui pourra chambouler d'ailleurs. En termes d'enjeux, en termes de liens tissés entre tel ou tel personnage. La maxime aussi, hein, la philosophie japonaise, le sens du sacrifice, notamment pour le pays, le bien commun. Tout est abordé avec une facilité déconcertante. Idem pour la philosophie nippone, l'esprit du zen qui peut se caractériser dans certaines subtilités à travers un petit geste ci et là, et les incompréhensions qui peuvent en découler quand c'est un gaijin, un étranger, qui se trouve confronté parfois avec des implications, des dénouements dramatiques. Facilement une des séries de l'année. Dark Matter, la saison 1, c'était une bonne série, très bonne filmographie comme la plupart des séries produites par Apple TV+, que je recommande chaudement d'ailleurs, hein. Ils font vraiment des séries qui me rappellent HBO en termes de qualité de réalisation. C'est pas une série folle, c'est une série assez lente, mais le concept est très original, c'est assez sombre également, on est sur de la science-fiction. J'ai beaucoup aimé l'originalité du concept, qui est plutôt exécuté avec une certaine maestria que j'ai trouvé bonne, voire très bonne. Casting principal, très bon aussi. Après, effectivement, on pourra peut-être lui reprocher une certaine, pas simplicité, mais je peux pas trouver de superlatif à cette série-là. Ça se regarde aisément, mais au-delà de ça, c'est relativement oubliable. À voir, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez des concepts originaux, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Supracell, saison 1, sympa, original, des super-héros noirs, avec une raison bien sûr scénaristique derrière. Hein. On se retrouve avec un comics avec des thématiques peut-être différentes, liées par exemple au trafic de stupéfiants, liées au racisme bien sûr, la discrimination, l'absence d'espoir parfois qui peuvent se dessiner dans certains quartiers, et bien sûr la violence gratuite qui en découle. Il y a des bons thèmes, il y a des bons sujets, c'est assez fluide en termes de rythme, ça se laisse suivre. Je pense que je regarderai la saison 2. C'est pas une série incroyable, hein, loin de là, surtout chez Netflix. Netflix, franchement, à part quelques exceptions, ils font plus grand chose de fou. Mais voilà, ça se regarde. C'est une des rares séries qui se regarde et puis relativement originale en termes de concept, donc pourquoi pas. Présumé innocent, saison 1, avec un excellent Jake Gyllenhaal. Encore Apple TV+, donc très très bonne filmographie, très très bon casting, très bonne interprétation. L'actrice principale féminine, c'est peut-être elle qui m'a le plus impressionné. L'écriture ciselée comme il se faut, de très très bons bouleversements, de très très bons dénouements scénaristiques, dialogue impeccable. Je recommande tout simplement si vous aimez l'esprit polar, l'esprit enquête, investigation, le flou aussi hein, qui peut se dessiner eu égard à l'innocence ou à la culpabilité de tel ou tel personnage. Une de mes séries de l'année. Sony, saison 1, c'était mignon, une petite série Apple TV+, sur les robots, l'intelligence artificielle, donc des thématiques intéressantes, ça se passe au Japon, avec une actrice de The Office, hein, ça me fait plaisir de la revoir. Qu'on soit clair, rien d'incroyable, relativement oubliable, mais je regarderai la saison 2 parce qu'il y a quand même des petits passages touchants. Sony, l'androïde en question, est quand même très très mignonne, très très kawaii. J'ai envie de voir voilà, ce qui va se passer pour cette saison 2, mais bon, il y a pas mal de défauts, il y a pas mal de facilités scénaristiques, il y a pas mal d'erreurs de cohérence, donc bon, je la recommande si vous aimez le Japon et les robots, quoi. La dernière chose qu'il m'a dite, saison 1, avec Jennifer Garner, ça fait plaisir de la retrouver. Sympa, donc une enquête sur la disparition du mari du personnage interprété par Jennifer Garner, mystérieuse disparition. On essaie de comprendre pourquoi il y a eu cette subite disparition à un moment donné, et voilà, on suit l'enquête au fil des épisodes. C'est sympathique, rien de foufou, surtout en termes de rythme, c'est très lent, trop lent. Il y a des moments, pour vous dire, j'ai failli décrocher parce que je trouvais qu'il se passait rien, mais disons que les cliffhangers qui surviennent peuvent valoir le coup. Si vous aimez Jennifer Garner, regardez, voilà, tout simplement. Si vous aimez les enquêtes, les mystères, etc., pourquoi pas, ça se laisse voir, rien de foufou, mais ça se laisse voir. Ted Lasso, les saisons 1, 2, 3, et a priori ça se termine à la saison 3, hein. C'était très drôle et très touchant, des petits épisodes qui vraiment s'enfilent avec déconcertance, tellement c'est amusant, tellement c'est touchant, ça se regarde avec un plaisir implacable. L'acteur principal est improbablement excellent, mais le casting tout court est très bon, énormément de personnages sont attachants, et je recommande beaucoup, donc ça se passe dans l'univers du football, à Londres notamment. Je comprends pourquoi on m'a parlé de cette série. C'est une série qu'on pourrait qualifier d'humoristique, mais avec des thématiques parfois très pesantes, mais abordées avec une certaine légèreté, qui font qu'on ne ressort pas de la séance avec la larme à l'œil. Au contraire, on ressort avec le cœur grandi, et ça c'est bon. Monarch, Legacy of Monsters, saison 1, sur le lore de Godzilla x King Kong, très bon, bons effets spéciaux, bon casting, bon rebondissement. J'ai beaucoup aimé parallèle entre les différentes époques qui sont abordées, donc il y a deux époques principales. Encore une fois, les effets spéciaux sont réussis, on parle quand même
de monstres géants, de kaiju. C'est impressionnant, donc c'est une série Apple TV+, ils ont mis les moyens, ça fait plaisir à voir. En termes de production, c'est impeccable, Godzilla, le GOAT, et au-delà de ça, l'aspect humain est bien abordé. C'est important, même dans les films de monstres, et du coup, je serai de la partie pour l'action est divertissante, les personnages sont attachants, le rythme est là, les effets spéciaux. Que demander de plus? The Umbrella Academy saison 4. La saison 3 déjà c'était nul, et la saison 4 c'est catastrophique. Tout simplement, catastrophique, on comprend pas. Honnêtement, il fallait s'arrêter à la saison 3 si c'était pour faire un caca pareil. Là pour le coup c'est un étron, ça sert à rien, c'est nul de bout en bout. Ça aurait pu être bien éventuellement si les focus sur Ben notamment avaient été aboutis, mais rien n'est abouti. C'est bâclé, la fin n'en parlons pas, la fin, l'un des bâclages les plus désastreux de l'histoire des séries. C'est dommage. Les saisons 1, voire la saison 2 aussi, c'était pas mal du tout. Je comprends pas pourquoi on en est arrivé là. Encore une fois Netflix, hein, bravo Netflix. Netflix, c'est devenu nul, hein. Je suis désolé, hein. Netflix c'est devenu éclaté. Heureusement qu'ils ont Arcane. The Rings of Power saison 2. C'était la bonne surprise de l'année. La saison 1, je l'avais pas détesté, hein. Je l'avais pas non plus adoré. Comme House of the Dragon, c'est passé au même moment. Et du coup, c'était assez marrant de voir que Rings of Power, j'ai beaucoup aimé. Il y a certains épisodes qui sont incroyables, vraiment en termes de filmographie, en termes de grands spectacles, les décors, les costumes, vraiment ébouriffants, époustouflants. Enfin, assez marrant ou assez navrant de voir que j'ai préféré Rings of Power saison 2 à la saison 2 de House of the Dragon, alors que je m'attendais vraiment à tout le contraire, à tout l'inverse. Si on est fan de Lord of the Rings, j'ai cru comprendre que Rings of Power, saison 1 et saison 2, prenaient de grandes libertés scénaristiques. Il faut vraiment limite le voir comme un reboot de Lord of the Rings, sinon je crois qu'on pète un câble. Je ne connais pas grand chose de cet univers-là. Moi, personnellement, en termes d'esthétique, j'adore. En termes de décor, j'adore. C'est très lent, comme la saison 1, mais pourquoi pas? En fait, quand c'est lent à dessin, que ça va quelque part, moi, ça me va parfaitement. Et c'est le cas pour Rings of Power. Donc, s'il y a une saison 3, parce que la saison 2, malheureusement, en termes d'audimat, c'était pas trop ça, s'il y a saison 3, je serai évidemment de la partie très beau. Sex Education saison 4, c'était sympa. Peut-être un peu poussif, eu égard à certaines thématiques, notamment au niveau de la diversité. Ça a toujours été très réussi en termes de diversité. Mais là, la saison 4, je sais pas pourquoi ils ont voulu peut-être trop en faire, et ça se voit, hein, malheureusement. Au-delà de ça, les nouveaux personnages, sont relativement attachants. Malheureusement, en fait, il y en a tellement trop que on a du mal à s'y attacher plus que ça. Autrement, au niveau de l'intrigue principale, j'ai plutôt apprécié. C'est quand même très drôle à certains moments. On apprend quand même certaines choses sur l'entre-soi, sur la tolérance envers autrui, sur la sexualité bien sûr. J'ai bien aimé le fait que la conclusion soit relativement réaliste. Pas triste, hein, pas triste, mais réaliste. Réaliste, optimiste, mais réaliste. Du coup, bonne expérience, hein, eu égard à Sex Education, que ce soit la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. J'ai plutôt été satisfait dans l'ensemble. Je la recommande à toutes celles et ceux qui voudraient des séries qui pourraient éclairer sur les différents spectres de la sexualité, mais aussi des émotions diverses et variées de l'être humain. Foundation, saison 1 et saison 2, c'était très bon, vraiment de la science-fiction avec un grand S et un grand F, de la grande SF. Apple TV+, comme d'habitude, niveau production, niveau filmographie, c'est impeccable, on en prend plein les yeux. Alors parfois, on peut voir que c'est rushé, parfois on peut voir des maladresses, surtout en saison 2, par rapport à certains nouveaux personnages, mais dans l'ensemble quand même, c'est vraiment très réussi. J'ai pas lu le roman, apparemment les fans du roman n'ont pas apprécié les libertés scénaristiques qui ont été faites, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une bonne adaptation, encore une fois esthétiquement parlant, très réussi, mais au-delà de ça, les différentes thématiques qui sont apportées eu égard à l'être humain, la transcendance par rapport à la mort, l'intelligence artificielle également à un moment donné, la science des mathématiques qui se percute à la destinée. C'était vraiment très réussi. L'un des personnages principaux qui incarne l'empereur est vraiment excellemment bon. Je recommande. Si vous avez la science-fiction, honnêtement, Foundation saison 1, saison 2, pour moi, c'est relativement incontournable, ne serait-ce que par la grandeur des moyens qui ont été déployés. Ça fait plaisir à voir et mine de rien, c'est assez rare. Emily in Paris saison 4, ne me jugez pas. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. C'était divertissant, c'est du easy watching. Bien sûr, ce n'est pas du tout Paris, hein, c'est un Paris, en tout cas, c'est pas le Paris que je connais, hein, je suis parisien. Mais c'est plutôt drôle. On prend la petite tasse de thé, le petit sachet de thé, l'eau chaude, et on regarde ça avec d'un œil éloigné, d'un œil serein, d'un œil distant, hein, et une sorte de plaisir coupable. Je n'ai pas honte, voilà, je n'ai pas honte. Et je serai de la partie pour la saison 5, même si les rebondissements romantiques de Emily sont improbables et ridicules. Voilà. Agatha All Along saison 1, c'était sympa, très sympa, une de mes séries Marvel préférées. C'est assez fou de voir que, en gros, la suite spirituelle de WandaVision, avec WandaVision, du coup, font partie des séries les plus réussies du MCU. Après, encore une fois, hein, la compétition, malheureusement, n'est pas vraiment au rendez-vous. Il y a quelques lenteurs, certes. En termes d'impact dramatique, scénaristique, c'est pas non plus la folie, parce que les personnages qui sont abordés sont relativement secondaires, on les connaît pas forcément. J'ai trouvé que le thème, notamment des sorcières de Bethléem,
issu de tel ou tel récit. La féminité, bien sûr, qui s'en manifeste, et les percussions qui assaillent les femmes de manière générale, qui sont perçues comme des sorcières parfois juste parce qu'elles osent avoir un avis. C'est bien, c'est féministe, ça l'assume, et c'est réussi. Très touchant par moments, très émouvant, un casting très solide, et des dialogues sirupeux, bien amenés. L'actrice principale qui joue Agatha est juste magistrale, vraiment magistrale. Elle aurait pu porter la série, mais en fait le casting dans son ensemble est tellement bon que c'est juste impeccable pour tout le monde. J'ignore s'il y aurait une saison 2, peut-être, peut-être pas, en tout cas je serai de la partie. Un grand bravo. Monsters, Monster est le documentaire qui le suit, donc c'est une série sur l'histoire vraie qui s'est passée, eu égard à deux frères qui ont été condamnés pour avoir tué leurs parents. De base je suis pas hyper fan des adaptations de séries eu égard à des serial killers, mais ça se laisse regarder, c'est assez intéressant eu égard à la psyché humaine notamment, eu égard aux différentes versions aussi qui peuvent se contredire sur ce qui s'est vraiment passé, ces deux frères et leurs parents, qui étaient les monstres au final, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant avec le documentaire, la série a pris de grosses libertés scénaristiques sur certaines interprétations, sur certains faits même, et du coup c'est important de souligner que la série n'est clairement pas une réplica de ce qui s'est peut-être passé dans la vraie vie. Je recommande les deux, c'est intéressant, bien sûr triste, pas recommandé à tout le monde, mais c'est intéressant. Invasion, les saisons 1 et 2. Alors là, autant vous dire que c'était les montagnes russes. J'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai trouvé que ça allait quelque part, donc ça parle d'invasion extraterrestre notamment, un très bon Liam Neeson dans la saison 1, très percutant, on a vraiment un gros cliffhanger, le premier épisode qui, bam, nous attache à l'écran, et en fait, ça aurait été que la saison 1, honnêtement, j'aurais beaucoup aimé, parce que les cliffhangers c'était réussi, les personnages étaient bien amenés, il y avait une bonne cohérence, et tout fout le camp à la saison 2. Je sais pas ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison 2, mais la saison 2 c'est juste catastrophique, de très rares bons passages, on a l'impression que la direction, eu égard aux actrices acteurs, elle était inexistante, ils ont fait bon, faites ce que vous voulez, c'est bon, moi je fais grève. Ah, bon, ok, on avait tel acteur, telle actrice qui était excellent dans la saison 1, et dans la saison 2, c'est catastrophique. C'est vraiment le jour et la nuit. On a l'impression de voir des amateurs jouer. Voilà. On a l'impression de voir un atelier de théâtre incompréhensible et vraiment triste. Triste, parce qu'on était bien parti pourtant. On était bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Voix du Lac saison 1, incroyable. Donc c'est un polar porté par une Nathalie Portman impeccable, mais également une Moses Ingram incroyable. Vraiment, ce binôme d'actrices juste fou. J'ai vraiment été touché par leur prestation, par leur performance. Le scénario est réussi. Il y a un très bon sound design, il y a une très bonne bande originale, l'impact, la prononciation sur le jazz notamment, issu des quartiers défavorisés. Il y a une sorte d'osmose entre l'image, la musique, l'écriture, l'exécution, qui fait qu'on est dedans de A à Z. Alors sachez que c'est très sombre, c'est vraiment des relents de True Detective, donc il faut être assez accroché. Mais si c'est le cas, vraiment, je vous le recommande fortement. On est dans une époque notamment frappée par le racisme et par une place de la femme qui est très secondaire, voire inexistante. Un polar dans ces conditions-là, j'ai trouvé ça juste formidable. Une des meilleures série de l'année à mon sens. Et c'est tout, ou peut-être pas, je pense que je vais revenir dans quelques instants. Il y a juste deux séries que je dois voir et je reviens. Voilà, à toutes. Waouh, aurions-nous avancé le cours du temps? Et donc, il fallait absolument que je vous parle de deux séries, surtout d'une série, mais bon, Slow Horses sur Apple TV+, 3 saisons, incroyables. Donc, c'est de l'espionnage british, le MI6, et c'est juste parfait. Une de mes séries préférées de l'année, tout simplement. Gary Oldman est incroyable, impeccable, lui surtout, mais aussi sa bande de bras cassés, qu'il prend un malin plaisir à malmener. La tension est constante, l'humour british est incroyablement bien manié, une dramaturgie qui peut surgir à tout moment et qui fait que malgré l'humour, on reste tout le temps sur le qui-vive. C'est assez intéressant comme concept. Une mission égale une saison, très bien écrit. Pour le coup, ils peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7 saisons. Je serai toujours en rendez-vous, pour peu que la qualité soit au rendez-vous. Bien sûr, il y a des facilités de timing, il y a des facilités scénaristiques, mais c'est de bonne guerre, c'est pas forcément ce qu'on recherche, la cohérence à l'état brut. Pour le coup, ce que je recherche dans une telle série, c'est d'être en alerte constante, mais dans un contexte de divertissement très réussi. Ce qui est le cas pour Slow Horses. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi impeccable. Ça l'est. Incroyable. Et le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, Arcane. La saison 2, ce fut incroyable. Non dénué de défauts, ceci dit, il y a des gros défauts, notamment un beau défaut de rush. Il aurait fallu 4 actes plutôt que 3. Au moins un épisode 10, parce qu'on sent vraiment que ça a été bâclé à certains moments. Certains personnages, malheureusement, sont pas aussi réussis que je l'aurais voulu. Vi, par exemple, qui est mon personnage préféré, n'est pas aussi abouti, n'est pas aussi impactante que dans la saison
saison 1, donc c'est vraiment dommage. Cela étant dit, ça reste fou et ça reste vraiment au-dessus de la concurrence pour l'année 2024, à mon humble avis, que ce soit en termes de direction artistique, en termes de bande originale, en termes d'arc narratif, même si encore une fois certains sont pas si réussis que ça. L'écriture, les émotions, les chorégraphies, c'est encore un 10 sur 10 imparable, c'est juste fou. Grand bravo au studio Fortiche, le studio français, Cocorico. La saison 1 était vraiment pour le coup parfaite de bout en bout, la saison 2 ne l'est pas, mais ça reste, quoi qu'il en soit, une source incroyable de plaisir, de joie, de tristesse, de colère parfois, que dire. Ça me donnerait presque envie de retester League of Legends, sachant que je suis pas du tout MOBA de base, mais bon, c'est tellement fou, le lore est tellement captivant et les personnages sont tellement attachants qu'on a quand même envie de s'y attarder le plus longtemps possible. Et là, vu qu'on est sur la saison finale de Arcane, même si ça devrait continuer pour une autre saga, on a envie de prolonger le plaisir. Bravo, juste bravo. Ça choisit pas forcément la facilité, il y a certains moments qui sont très durs et on reste un peu comme dans la saison 1 dans un tragique permanent et déchirant en termes de cœur brisé. GOTY 2024, Arcane saison 2.